Dans Cotimo, la suite, on parle de la ville de demain. Le mieux vivre en ville est une problématique majeure dans un contexte de croissance démographique. C'est vrai, on vient d'en parler aussi dans cette émission. Alors, comment faire pour parvenir à cohabiter dans un espace dense, mais en toute sérénité? On ouvre le sujet aujourd'hui avec notre invité, Meka Brunel, vice-président de la Fondation Palladio et responsable de l'Université de la ville de demain. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la Cotimo. Première question assez simple, je vais vous demander de nous expliquer en quoi consiste l'Université de la ville de demain, dont vous êtes la responsable. Donc, quels sont ses objectifs exactement? Dites-nous. Écoutez, merci pour votre invitation. Nous avons, à la Fondation Palladio, fait le constat que face à 3 crises majeures, crise bien sûr climatique, mais aussi sociale et évidemment démocratique, un peu partout dans le monde d'ailleurs, pas simplement en France, mais aussi en France, eh bien nous devrions mettre toutes nos forces ensemble, réunir nos compétences pour regarder comment on peut créer cette ville durable, cette ville bas carbone pour tous, cette ville inclusive, où chacun pourrait trouver sa place. Et donc l'idée, c'est de faire appel aux 3 sphères qui constituent la société. Bien sûr, la sphère des entreprises, au sens large d'ailleurs, pas simplement l'industrie de l'immobilier et de la construction, mais toutes les entreprises qui sont utilisatrices de la ville, puisque aujourd'hui, les villes, en fait, la construction, c'est une petite partie. On travaille sur l'existant, comme le disait monsieur le vice-président de la région Île-de-France avant moi. Donc, la sphère publique, les entreprises et, je dirais, la société civile, c'est-à-dire le GIEC, les associations, l'ensemble des acteurs qui contribuent à cette ville, les artistes, les sportifs, tout ce que vous voulez, pour qu'ensemble nous réfléchissions et nous nous posions la question comment nous allions bâtir à travers des actions collectives, des volontés de travailler ensemble, cette ville de demain, cette ville bas carbone, cette ville inclusive. Il ne s'agit plus de demander que fait le gouvernement, que fait ci, que fait ça, mais de prendre notre énergie en main, de considérer que ce n'est que collectivement qu'on va y arriver, que l'heure est grave et qu'ensemble, nous pouvons vraiment y arriver. D'ailleurs, le fil conducteur de l'université, le sommet de cette année, c'est ensemble vraiment, et nous réunissons le sommet de l'Université de la ville de demain, dont la première édition c'était l'année dernière, cette année, les 21 et 22 juillet prochains, sous forme de 24 heures, réunira les dirigeants des 3 sphères dont je parlais, pour les représentants des religions, évidemment, des grandes religions, pour réfléchir ensemble comment nous allons bâtir cette ville, engager des actions collectives, les mettre en œuvre et regarder comment ça fonctionne, et surtout ne pas inventer des nouvelles règles. On a déjà suffisamment de caisses à outils. Ces réflexions-là, elles ont commencé, j'imagine, il y a quelques années déjà. De quelle manière la crise, elle a peut-être redessiné aussi les enjeux de la ville de demain? Est-ce qu'elle a juste accentué des phénomènes qu'on avait déjà en tête? Voilà, vous, quel impact ça a eu justement sur ces réflexions-là? Les crises ne créent pas les tendances, les crises les accélèrent. Et ces crises-là, comme les précédentes, comme la crise Covid, comme la guerre en Ukraine, appelons les choses par leur nom, et toute la guerre qu'il y a autour des matières premières, autour du travail, autour de la mobilité, tout ce que vous voulez, ça a simplement accéléré ces tendances-là qui existent déjà depuis, j'allais dire, une bonne vingtaine d'années. C'est une continuité. Simplement, ça accélère. Maintenant, notre rôle, c'est pas simplement d'être observateur. Notre rôle collectif en tant que citoyen, c'est de nous mobiliser. Et c'est cette mobilisation que nous voulons valoriser pour tenir compte au fond, de nos différences, mais considérer qu'est-ce qu'on a en commun et appliquer la règle de Pareto. Si on fait le 80-20, c'est déjà pas mal. Sylvain. Meka Brunel, vous avez beaucoup commenté justement votre idée de la ville, votre vision de la ville. Est-ce qu'on pourrait dire que finalement on vit un moment de transformation profondément sociologique, voire anthropologique de la ville, dans lequel on redessine les chemins de la ville, peut-être même envisager la possibilité de supprimer ce pourquoi elle a été construite, c'est-à-dire l'automobile, qui effectivement aujourd'hui a été construite, finalement l'automobile a défini finalement quelque part le paysage de l'urbain. Ça c'est déjà cette première réflexion, et la deuxième c'est le rapport entre le public et le privé. On a l'impression, sans faire de politique qui ne sert pas à grand-chose, que on n'a pas qu'on vit une tentation presque jacobine de vouloir tout centraliser sur le dessin urbain, quitte à aller au détriment des territoires de villes moyennes qui sont très inégales sur le plan de cette fragmentation territoriale, sur le plan économique, d'éducation et des services publics.
Cette ville inclusive dont vous parlez, dont vous rêvez, où tout le monde peut cohabiter, quelle que soit sa nature, son origine sociale ou sa religion, est-ce qu'on n'a pas tendance aujourd'hui à aller exactement dans l'effet inverse? Alors, ce sont deux bonnes questions. Alors, d'abord, la civilisation Merci, de l'autonomie. Non, mais c'est vrai. Je ne sais pas si mes réponses seront pertinentes, mais en tout cas, j'essaye de partager avec vous quelques réflexions. D'abord, la civilisation de l'automobile est finalement une civilisation récente. Mais vous avez raison. L'automobile individuelle qui devait libérer, parce que ne montrons pas du doigt, n'accusons pas. Vous savez, c'est toujours facile de juger l'histoire. Mais comme disait Goldman, si nous étions nés en 17 à Heidelstadt, on ne savait pas comment on aurait réagi. Donc, revenons sur les fondamentaux. Cette civilisation de l'automobile est une civilisation de transhumance, de programmation, de dire, voilà, vous habitez à un endroit, vous travaillez à un autre endroit, vous consommez dans un troisième endroit, et votre lieu de loisirs est un quatrième endroit. Donc on était tout le temps dans la transhumance et dans cet effet de déplacement perpétuel. Défini d'urbain. Et l'urbain moderne, en tout cas, est défini autour de ça. En vérité, les villes existent depuis toujours. Oui. D'abord, leur origine, c'est le village. Et le village, c'est quoi? Le cœur du village, eh bien, c'est la cohabitation de toutes sortes de vie. Vous avez l'église, évidemment, vous avez la mairie, vous avez, surtout, n'oubliez pas le café du commerce, vous avez les commerces de proximité, vous avez les gens qui viennent vendre leurs biens, vous avez le temps d'échange, vous avez l'école, vous avez la capacité de... Et Twitter, c'était le café du commerce, hein, c'est là où on échangeait sur les sujets de fond. Eh bien, on revient à cette notion tout simplement parce que on a vu que cette civilisation de l'automobile isolée, et pas simplement du fait de la transhumance, mais comme on était seul dans sa voiture, puis après on était seul dans sa voiture à écouter la radio, et on rentrait chez soi, on était seul à regarder la télévision, et ainsi de suite, eh bien on a créé des silos et des silos et des silos et des silos. Et votre deuxième question, de mon point de vue, c'est la conséquence de la première. On a opposé les jeunes aux vieux, les riches aux pas riches, les bons aux méchants. Et d'ailleurs, on a du mal à savoir à partir de quand on est vieux, à partir de quand on est riche, à partir de quand on est pauvre, à partir de quand on est enfant, on est soumis, on est paria, on est productif. Arrêtons avec ça. L'humanité n'a pas besoin de ça. Cette terre, vous connaissez mes convictions, n'est qu'un seul pays, nous en sommes tous les citoyens. Et ici, en France, nous avons une responsabilité. Vous savez, pour moi, c'est un pays d'adoption. Et je me sens totalement investie par rapport, je suis reconnaissante vis-à-vis de la France, et par rapport à ce pays d'adoption. Travaillons ensemble, nous avons la capacité, nous avons l'ingéniosité, nous avons la créativité, je vous assure. Pour préparer ce sommet du VD du mois de juillet, nous avons réuni des gens qui avaient initié, jeunes, moins jeunes, plus vieux, tout ce que vous voulez, des actions hommes, femmes, tout ce que vous voulez, et Français d'origine étrangère, d'origine française, mais tout ensemble, architectes, constructeurs, chefs d'entreprise. Et je vous assure, il y avait un tel élan. Nous n'avons pas le droit de les décevoir. Alors justement, je voudrais qu'on reprenne une infographie qui va beaucoup vous parler, puisqu'il y a quelque part une formation, finalement une vision un peu holistique de la ville, pour pas dire un peu lyrique. Gargare regarde par la fenêtre, 35 degrés à l'ombre, le vacarme, la circulation, une matinée comme une autre. C'est l'extrait dans La jungle des villes, la scène 2 de Bertolt Brecht. Ça date de 1912. Donc nous avions déjà en germe finalement les effets délétères de l'urbanité, de cette urbanité dont le philosophe Thierry Pacaud, qui était récemment sur nos plateaux, disait qu'elle est à son apogée et que la déconstruction de l'hypermétropolisation devient une nécessité pour l'équilibre des communautés et de l'humanité. Vous partagez ce point de vue? Est-ce que vous partagez l'idée qu'on va réoccuper les territoires malgré cet accident industriel qui a fait que les gens ont quitté leur campagne pour aller dans les grandes villes, resserrer les rangs des miniers, des grandes industries, les grandes aciéries? Est-ce qu'on ne va pas vivre une époque, justement, où le retour au village, le retour aux villes moyennes va se généraliser grâce à la technologie, paradoxalement? Deux choses différentes. Moi, je pense... et les chiffres le montrent,
en 2050, plus de 70% de la population mondiale sera urbaine. Non pas qu'on n'a pas envie de vivre à la campagne, de regarder les Urbaine oiseaux, ne veut pas dire etc. dans les grandes métropoles. Urbaine, c'est-à-dire dans les villes. Dans les villes, c'est pas forcément grande métropole. Oui, Le sujet, c'est après, regarder justement comment les grandes métropoles peuvent se réformer. Là, il y a un vrai sujet de fond. Mais urbaine, et d'ailleurs, vous avez vu qu'après le Covid, il y a eu des mouvements de population vers d'autres endroits, mais surtout vers les villes et les villes moyennes. Donc les gens ne sont pas allés devenir agriculteurs. D'ailleurs, parce que l'agriculture, c'est non seulement un métier, mais c'est une vocation. Et il faut avoir ça dans le sang. On ne s'invente pas agriculteur. D'ailleurs, regardez avec ces changements climatiques, franchement, il faut avoir les reins solides et la foi chevillée au corps pour être agriculteur, que je salue beaucoup parce qu'on en a besoin. En revanche, quand on parle de ce besoin de ville et de ces tendances d'aller dans les villes, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas créer des systèmes de villages à différents endroits. Et donc, c'est mixité d'usage. Depuis des années, ma conviction profonde, c'est que nous allons de plus en plus, grâce à la technologie, vers la centralisation autour des hubs de transport avec la mixité d'usage. Pourquoi ? Pour retrouver ce côté village, pour ne plus être dans cette transhumance, pour ne plus être dans cette transformation. Maintenant, les grandes métropoles qui ont vécu, comme vous dites, avec la civilisation de l'automobile, ont besoin de se réformer, ont besoin de s'interroger et de se poser des questions. En 1912, on avait l'impression que nos ressources énergétiques étaient infinies et qu'on pouvait continuer à creuser et qu'on en avait. Aujourd'hui, la prise de conscience mondiale, c'est que ce n'est plus le cas. Donc nous devons apprendre à gérer l'existant, à être économe de notre énergie, de notre propre énergie. C'est pour ça que je dis n'inventons pas de nouvelles lois. Vérifions la caisse à outils si on n'a pas la clé de 12 qui nous est nécessaire pour réparer ce qui ne va pas. Soyons conscients, mettons en place les énergies qu'il faut. Et c'est là notre engagement, notamment à l'Université de la Ville de demain, pour regarder comment nous pouvons faire ensemble. Et moi, je pense, la question qui est posée pour ce sommet, c'est ensemble vraiment. Et j'aurais envie qu'à la sortie, collectivement, on puisse dire ensemble vraiment, avec un point d'exclamation. Très belle transition. On va terminer sur ce beau message. Ensemble vraiment, merci beaucoup Méka Brunel de nous Merci avoir fait à l'honneur vous. d'être venu aujourd'hui, d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes vice-présidente de la Fondation Palladio et responsable de l'Université de la Ville de demain. Merci beaucoup vraiment de nous avoir accompagnés. Merci à vous Sylvain de m'avoir accompagné aussi. Eh bien, merci à vous, Eva. Voilà, c'était notre première semaine. Ensemble, on va vous retrouver en début de semaine, bien évidemment, toujours pour la tech, pour le lundi. On parlera tendance, on parlera politique. On va vous souhaiter un excellent week-end. On suivra aussi, d'ailleurs, avec beaucoup de vigilance, votre université, bien évidemment, et les événements qui s'y rajoutent. Voilà, il est bientôt midi. Vous allez peut-être déjeuner. On va vous souhaiter un excellent week-end. Reposez-vous bien, prenez soin de vous. On va se retrouver en forme avec vous, Eva, dès lundi.